et bienvenue à toutes et à tous sur ce troisième webinaire sur le thème des traitements antiviraux contre la Covid-19. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandrine Bellouzard, qui est virologue et chercheuse au CNRS au Centre d'infection et d'immunité de Lille. Merci Sandrine d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va parler des différents traitements antiviraux qui existent et qui sont en cours de développement, de leur efficacité mais aussi de leurs limites, et des innovations de nombreuses startups qui vont tenter de soigner ou de prévenir les effets du virus. On va répondre comme d'habitude avec un maximum de clarté et de transparence à toutes ces questions. Et je vous propose de démarrer cette émission avec quelques questions un petit peu basiques qui vont nous permettre de cadrer le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Sandrine, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelques questions vraiment basiques sur les antiviraux. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un traitement antiviral et la différence avec un vaccin ? Alors, avec un vaccin, on va plutôt essayer de protéger les gens pour éviter qu'ils attrapent la maladie, tandis qu'avec un traitement, c'est une fois que les gens sont malades, on va essayer de les soigner. Donc, pour les traitements, on va avoir différents types de traitements. Soit on va avoir ce qu'on appelle des antiviraux, où là, on va essayer d'empêcher le virus de se multiplier dans les cellules de l'organisme, ou alors on va avoir aussi des traitements qui vont traiter plutôt les symptômes de la maladie qui sont causés justement par l'infection. D'accord, merci beaucoup. Et deuxième question, comment ça fonctionne vos recherches? Par exemple, est-ce que pour le développement d'un antiviral, vous cherchez à développer une nouvelle molécule ou est-ce que vous cherchez une molécule qui est déjà existante? Comment ça fonctionne? Alors, on peut faire les deux. Pour le Covid, justement, pour traiter la Covid, il y a eu des stratégies de ce qu'on appelle de repositionnement thérapeutique, où là, on teste tous les médicaments qui existent pour voir s'il y en a certains qui sont capables d'empêcher le virus de se multiplier. Et on peut aussi essayer de développer des nouveaux médicaments qui seront développés pour traiter spécifiquement ce virus et qui pourront être plus efficaces. Merci beaucoup Sandrine pour ces précieuses réponses. Et moi, je vous propose qu'on passe à la suite avec un état des lieux des connaissances actuelles sur ce sujet. Donc avant de se pencher plus précisément sur des récents articles de presse sur le sujet des traitements antiviraux, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des vaccins, c'est normal, c'est en ce moment, et ils sont aussi énormément porteurs d'espoir dans la lutte contre le Covid-19. Mais c'est vrai qu'on parle moins des traitements antiviraux. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi? Est-ce que c'est parce que les traitements antiviraux sont plus longs à développer? Comment ça se passe? Alors, comme je vous l'expliquais, pour le repositionnement thérapeutique, justement, c'est des stratégies pour aller beaucoup plus vite. Donc, comme c'est des médicaments qui ont déjà des autorisations de mise sur le marché, donc on peut aller beaucoup plus vite si on peut trouver une molécule qui a un effet contre le virus. Par contre, si on fait un développement d'un nouveau médicament, ça peut prendre des années. Et pour les vaccins, c'est vrai qu'on est allé très vite dans la recherche contre les vaccins contre ce virus. Donc maintenant, en ce moment, on en parle beaucoup parce qu'on commence les campagnes de vaccination, mais il y a toujours de la recherche sur les antiviraux qui se fait encore. D'accord. Et un antiviral, pour avoir un petit ordre d'idée, ça prend combien de temps à développer normalement? Alors, dans le terme du repositionnement, c'est peut-être quelques mois. Par contre, pour développer un nouveau médicament, ça peut prendre 10 à 15 ans. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose qu'on commence avec un article qui est paru dans France Bleu au sujet d'un traitement contre la Covid-19 qui a été développé par l'Institut Pasteur de Lille, donc je pense que ça vous parle, et qui aurait pour objectif de limiter le développement des formes graves de la maladie. Donc selon France Bleu, l'Institut serait presque prêt à passer à la phase de test sur les malades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, puisque j'ai collaboré à ce projet. Donc c'est un projet qui a été mis en place à l'Institut Pasteur de Lille, où on a essayé de fédérer finalement toutes les compétences qu'il y avait sur ce campus en termes de pharmacologie ou de virologie pour essayer justement d'isoler une molécule qui aura un effet contre le virus. Et on a adopté une stratégie de repositionnement thérapeutique. Donc on a eu un gros avantage sur ce campus puisqu'en fait on avait une start-up, Apteus, qui a une banque de molécules vraiment très intéressante et on a pu la cribler contre ce virus. On a pu isoler une molécule pour laquelle on a pu faire des tests in vitro qui montrent qu'elle a une bonne efficacité contre le virus. Et maintenant, on espère commencer assez rapidement des essais cliniques
pour vraiment valider l'effet antiviral de cette molécule. D'accord, merci beaucoup. On va poursuivre avec un article de Santé Magazine. Donc, le laboratoire AstraZeneca travaillerait, lui, sur un traitement qui pourrait offrir une protection à long terme aux patients lorsqu'il serait trop tard pour offrir un vaccin. Et celui-ci conférerait une immunité instantanée contre la maladie et pourrait être administré en tant que traitement d'urgence aux patients hospitalisés. Est-ce que ce traitement pourrait constituer une alternative intéressante au vaccin, selon vous ? Alors, c'est un traitement, ça ne va pas être un vaccin. Donc, ce traitement, en fait, c'est une administration d'anticorps. Finalement, quand on administre un vaccin, au départ, c'est pour que le corps fabrique des anticorps contre ces vaccins et soit capable de développer une réponse immunitaire lorsqu'on rencontre le virus. Et dans ce cas-là, on va plutôt injecter directement des anticorps qui vont permettre de lutter contre le virus. Merci Sandrine. Et le dernier article nous vient de Ouest France qui nous dit qu'une société marseillaise aurait mis au point un traitement anti-Covid pour les textiles. Donc j'imagine que c'est tout ce qui est masque, entre autres. Ce traitement antiviral permettrait de traiter donc, les masques pour les empêcher d'accrocher le virus ou de les détruire. Et comment c'est possible tout ça ? Alors, en fait, ça va dépendre du mécanisme d'action de ces molécules. Donc, on connaît certaines molécules qui ont une propriété qu'on appelle virucide. Donc, cette propriété virucide, ça veut dire que c'est capable de détruire le virus. Donc, les coronavirus sont des virus enveloppés. Donc, souvent, l'enveloppe, elle est un petit peu fragile. Et c'est des molécules qui vont souvent s'attaquer, par exemple, à l'enveloppe du virus et qui vont le rendre non infectieux. D'accord. Et ces traitements anti-Covid textile, ça ressemble à quoi? C'est des sprays? Alors ça, je ne sais pas du tout. Ça dépend vraiment. Ça peut être une imprégnation aussi du textile. Ça dépend comment la molécule va être développée. Merci. On va maintenant essayer de répondre aux questions qu'on peut tous se poser sur les antiviraux, sur les traitements antiviraux. De mon côté, j'ai interrogé ma communauté justement pour avoir un petit peu des questions et je vous propose qu'on essaye d'y répondre ensemble. J'ai eu effectivement beaucoup de questions sur les vaccins, mais aussi sur comment fonctionne un antiviral et tout ce qui concerne le système immunitaire. Donc, première question, on m'a posé dans combien de temps pouvons-nous espérer l'arrivée d'un traitement antiviral sur le marché et qui pourra en bénéficier? Alors, les personnes qui pourront en bénéficier, si c'est un traitement antiviral, ça va être les personnes qui vont être malades, qui ont été infectées par le virus. Donc, pour les traitements antiviraux, on pense qu'il faut traiter les gens en général en début d'infection. Donc, puisque finalement, la Covid, c'est une maladie évolutive. On va avoir d'abord une infection virale avec une réplication du virus. Chez la plupart des personnes, en fait, ça va plutôt évoluer favorablement et en une semaine, ils peuvent être guéris. Mais chez certaines personnes, ça va plutôt s'aggraver et avoir une forme sévère de la maladie. Et là, on va traiter un peu différemment selon si on est plutôt en début de maladie ou si on a un cas grave de maladie, donc ce n'est pas les mêmes traitements. Et donc le traitement antiviral, ça sera plutôt pour les personnes en fait, qui seront avec une forme peu grave, hein, et on peut espérer dans les mois à venir d'avoir des traitements qui seront peut-être disponibles. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un traitement qui se prend dès les premiers symptômes finalement? Oui, oui. Ok, merci. Alors la deuxième question, est-ce que la prise d'un antiviral engendre une réponse immunitaire? Alors normalement non, puisque c'est quelque chose qui est vraiment complètement différent. Un antiviral, il va empêcher le virus de se multiplier. Donc un virus, c'est ce qu'on appelle un parasite intracellulaire obligatoire, puisqu'il ne peut pas se multiplier tout seul. Il a besoin en fait d'utiliser notre machinerie cellulaire. Et donc on va empêcher le virus avec un antiviral de faire ce qu'on appelle son cycle viral. Donc en gros, c'est 3 étapes. Le virus, il rentre dans la cellule, il réplique son génome, il le copie et après il fabrique des nouveaux virus qui vont pouvoir ressortir de la cellule et infecter des nouvelles cellules. Donc un antiviral, il peut finalement cibler une de ces 3 étapes du cycle viral. Alors Sandrine, qu'est-ce qu'on pourrait attendre par exemple d'un antiviral contre la Covid-19 ? Donc on peut attendre à ce qu'il bloque la multiplication du virus. Donc pour que les personnes finalement elles aient moins de virus dans leur voie respiratoire, donc elles seront moins
contagieuses déjà. Après, normalement, on espère qu'elles évolueront pas vers des formes graves de la maladie. Après, on espère aussi qu'un antiviral, ce soit quelque chose finalement qui soit facile à administrer, donc que ce soit un cachet ou quelque chose comme ça, puisque on va traiter des gens qui ont une forme pas grave au début des symptômes de la maladie, donc les personnes qui auront un rhume ou voilà. Donc en gros, un antiviral, on peut comparer ça finalement à un antibiotique. Un antibiotique, c'est un médicament qui va lutter contre les bactéries, et un antiviral, de la même façon, ça va être un médicament qui va être spécifique contre un virus. D'accord, merci. Et j'avais une question sur les Covid longs. Parce qu'on en a entendu parler, il y a eu certains cas un petit peu spécifiques par rapport à ça. Comment les traitements antiviraux pourraient agir par rapport à ces cas-là? Alors oui, on a entendu parler des Covid longs. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment à quoi c'est lié. Est-ce que c'est des gens, en fait, finalement, dont le corps ne se débarrasse pas du virus et qui, au bout d'un certain temps, ont du virus qui se multiplie? Donc il y a des études qui sont en cours pour essayer de déterminer à quoi sont dus ces Covid longs. Est-ce que c'est un problème du système immunitaire? Est-ce que c'est une persistance du virus? Et effectivement, si c'était une persistance du virus, on peut penser qu'un médicament antiviral qui empêcherait finalement le virus de se multiplier de nouveau permettrait de soulager ces Covid longs. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Et à quoi ça ressemble un Covid long? Alors les Covid longs, c'est des personnes finalement qui vont avoir un peu des symptômes en dents de scie, qui vont se plaindre par exemple de fatigue, qui vont aller mieux et qui vont de nouveau avoir certains symptômes, donc ça peut être varié, ça peut être aussi une perte de l'odorat, ça peut être de la fatigue, des problèmes musculaires, il y a vraiment beaucoup de symptômes qui sont décrits et finalement on ne comprend pas vraiment à quoi sont dus ces symptômes. Et ça concerne des personnes qui sont nécessairement positives lors d'un test PCR, par exemple? Alors, pas forcément, justement. Il y a une petite proportion de ces personnes qui sont positives. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est finalement lié à autre chose que le virus en lui-même, ou est-ce que c'est le virus... donc, quand on fait un test, en général, c'est un test PCR, donc avec un prélèvement nasal, et finalement, il y a peut-être du virus dans un autre tissu du corps qu'au niveau nasal et on ne détecte peut-être pas le virus. Donc on ne peut pas exclure en fait la présence, on peut pas exclure complètement la présence de virus lors de Covid long. Et ça, c'est des questions voilà, auxquelles il faudrait répondre et il y a des études qui sont en cours pour essayer d'y répondre. Et dernière question, pourrait-on envisager dans le futur l'élaboration d'antiviraux qui permettraient de traiter non pas un virus en particulier, mais plutôt une famille de virus? Oui, alors ça c'est vraiment important puisqu'on sait que les coronavirus, ce sont des virus qui ont un potentiel d'émergence. On a déjà assisté dans les 20 dernières années à l'émergence de 3 virus qui étaient vraiment très pathogènes pour l'homme. On sait qu'il y a beaucoup de coronavirus présents chez les chauves-souris et qu'il y a des risques de nouvelles émergences. Donc c'est important pour pouvoir répondre assez rapidement finalement à de telles émergences, d'avoir en fait des traitements antiviraux qui soient capables en fait d'inhiber l'infection de n'importe quel coronavirus. D'accord, merci. Donc en fait, ça permettrait vraiment de se dire qu'on traite tous les coronavirus plutôt qu'un. Donc ça ne traiterait pas que, par exemple, le SARS-CoV-2, mais toute la famille des coronavirus. Sachant qu'il y a des coronavirus aussi qui infectent les animaux, c'est vraiment une famille de virus très importante. D'accord, et ben merci beaucoup. On arrive à la fin du webinaire. Merci Sandrine Bellouzard d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes virologue et donc chercheuse aussi au CNRS. Merci également au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour ce webinaire. À bientôt.